La porte du bureau claqua avec une violence qui fit trembler les vitres. Et Amélie se tourna juste à temps pour voir Léna. Les yeux emplis de larmes. Jeter son badge sur la table. Je ne suis pas ton jouet. Amélie. Hurla-t-elle. Sa voix brisée par la rage et la douleur. Avant de s'enfuir dans le couloir obscur de l'hôtel madrilène. Amélie resta figée. Le cœur serré. Réalisant que son arrogance venait de briser la seule personne qui avait illuminé sa vie exilée en Espagne. Amélie Duval. Une Française de 32 ans expatriée à Madrid depuis 5 ans. Dirigeait d'une main de fer l'agence de communication internationale qu'elle avait fondée. Avec ses cheveux châtains coupés courts. Son regard perçant et son tailleur impeccablement coupé. Elle incarnait l'ambition parisienne transplantée sous le soleil ibérique. Léna Moral. Sa jeune assistante de 28 ans. Originaire de Barcelone. Était son opposée, des boucles noires cascadant sur ses épaules. Une peau hâlée par les plages catalanes. Et un sourire qui pouvait désarmer les clients les plus récalcitrants. Elles s'étaient rencontrées lors d'un recrutement banal. Mais dès le premier jour, une étincelle avait jailli entre elles. Un mélange de tension professionnelle et d'attirance inexprimable. Madrid pulsait autour d'elle comme un cœur battant la chamade. Les rues animées de la Gran Via. Les tapas partagés dans les bars enfumés de Malazana. Et les promenades nocturnes au retiro formaient le décor de leur relation naissante. Amélie, habituée à dominer, avait vu en Léna non seulement une employée compétente, mais une muse qui ravivait ses émotions engourdies par des années de solitude. Léna, de son côté, admirait la force d'Amélie. Cette femme qui avait quitté Paris pour conquérir l'Espagne, fuyant un passé douloureux qu'elle n'évoquait jamais. Au début, ce fut professionnel, des réunions tardives où leurs regards s'attardaient. Des compliments voilés sur une présentation réussie. Puis, un soir d'orage, alors que la pluie martelait les fenêtres de l'agence, Amélie posa sa main sur celle de Léna. « Tu es plus qu'une assistante pour moi » murmura-t-elle. Et Léna, le cœur en feu, répondit par un baiser qui scella leur destin. Leur amour fleurit en secret, dans les ombres des plazas espagnols, mêlant la passion française d'Amélie à la fougue catalane de Léna. Mais l'ambition d'Amélie était un poison lent. Elle visait un contrat majeur avec une multinationale. Et pour l'obtenir, elle n'hésitait pas à pousser Léna à bout, des heures interminables. Des critiques acerbes. Des promesses non tenues. C'est pour nous. Pour notre avenir, justifiait-elle. Mais Léna se sentait piégée. Réduite à un rôle subalterne dans une relation où l'amour se confondait avec le pouvoir. Les disputes éclataient. Comme ce soir-là où Léna avait découvert qu'Amélie avait utilisé une de ses idées sans l'accréditer. Pour impressionner un client. « Comment as-tu pu me faire ça » avait crié Léna. Les poings serrés. Amélie, prise de court, avait répondu avec froideur, « Dans ce monde, il faut savoir s'imposer. Tu apprendras. » Mais Léna n'avait pas appris, elle avait fui. Laissant Amélie seule avec ses regrets naissants. Le lendemain, Amélie erra dans les rues de Madrid. Le soleil cuisant sur sa peau comme un reproche. Elle repensait à leur première escapade à Barcelone, où Léna l'avait emmenée danser la sardane sur la plaça de la cathédrale. Leurs mains entrelacées sous les regards indifférents des touristes. C'était là que Léna avait confessé son amour, « Amélie. Tu me fais sentir vivante. Comme si l'Espagne et la France fusionnaient en nous. » Amélie avait ri, masquant son émotion. Mais au fond, elle savait que Léna comblait un vide qu'aucun succès professionnel ne pouvait remplir. Pourtant, l'orgueil l'empêchait de s'excuser. Elle appela Léna, mais tomba sur la messagerie. « Reviens,
S'il te plaît, murmura-t-elle dans le vide. Mais les mots restèrent coincés. Au bureau, l'absence de Léna se faisait sentir, les dossiers en désordre, le café froid. Et surtout, ce silence oppressant qui rappelait à Amélie sa propre vulnérabilité. Une semaine passa, rythmée par des nuits blanches et des souvenirs lancinants. Amélie se surprit à visiter les endroits qu'elle aimait, le marché de San Miguel, où elle dégustait des olives et du jamon, riant de tout et de rien. Elle réalisait maintenant que son besoin de contrôle avait étouffé leur lien. Léna n'était pas une assistante à dominer, elle était une partenaire, une égale. Enfin, un message arriva, rencontrons-nous à Barcelone. Chez moi. Le cœur d'Amélie bondit. Elle prit le premier train, traversant les plaines castillanes sous un ciel azur, ruminant ses erreurs. À l'arrivée, Barcelone l'accueillit avec son effervescence, les Ramblas bondées, l'odeur de la mer, et la Sagrada Familia dressée comme un témoin muet de leurs promesses. Léna l'attendait sur le balcon de son appartement, surplombant la mer Méditerranée. Ses yeux étaient rougis, mais son regard ferme. « Pourquoi es-tu venue ?» demanda-t-elle. Amélie, pour la première fois, baissa les armes, parce que sans toi, je ne suis rien. Léna croisa les bras, le vent marin ébouriffant ses cheveux noirs. Rien? Vraiment? Amélie? Tu m'as traitée comme une subordonnée? Volé mes idées? Et maintenant tu parles d'égalité? Amélie s'approcha, les mains tremblantes, et murmura, j'ai eu tort. Laisse-moi te prouver que je peux changer. Leur étreinte fut hésitante, mais elle raviva la flamme, transformant la douleur en une passion renouvelée. De retour à Madrid, elles tentèrent de reconstruire. Amélie promit de partager les crédits, de déléguer plus, et Léna accepta, portée par l'espoir. Leurs soirées devinrent des havres de tendresse, des dîners aux chandelles dans des patios andalous, des promenades main dans la main le long du Manzanar. Léna initia Amélie aux traditions espagnoles, comme la feria de Séville, où elles dansèrent jusqu'à l'aube, leurs corps enlacés sous les lumières festives. Mais les ombres persistaient. Amélie, hantée par son passé, une rupture traumatique à Paris avec une femme qui l'avait trahi pour sa carrière, luttait contre sa peur de la vulnérabilité. Elle surcompensait au travail. Et bientôt, un nouveau projet menaça leur équilibre, une campagne pour un client conservateur, qui exigeait discrétion sur leur relation. On ne peut pas s'afficher, insista Amélie, blessant Léna qui rêvait d'une vie ouverte. La tension culmina lors d'un voyage d'affaires à Valence. Dans une suite luxueuse face à la Cité des Arts et des Sciences, Léna confronta Amélie, « Es-tu Hachamed de nous? De moi ?» Amélie, paniquée, répondit maladroitement, « C'est pour protéger notre futur. » Léna, blessée, passa la nuit seule sur la plage, les vagues murmurant ses doutes. Le lendemain, une trahison inattendue frappa. Amélie, sous pression, confia à un collègue et un ami de longue date des détails intimes sur leur relation, espérant un conseil. Mais le collègue, jaloux de Léna, répandit la rumeur au bureau. Léna l'apprit par un email anonyme, « Ton amour n'est qu'un outil pour elle. » Furieuse, Léna affronta Amélie dans leur appartement madrilène. « Tu as parlé de nous ?» À lui, cria-t-elle, les larmes coulant. Amélie, dévastée, tenta de s'expliquer, c'était une erreur. Je cherchais de l'aide. Mais Léna, sentant la trahison comme un poignard,
claqua la porte une fois de plus, jurant de ne plus revenir. Amélie s'effondra, seule avec ses remords. Elle erra dans Madrid, visitant la Puerta del Sol, où elle s'était embrassée pour la première fois sous les feux d'artifice du Nouvel An. Les souvenirs l'assaillaient, Léna riant aux éclats devant un spectacle de flamenco. Ses yeux brillants d'amour. Comment avait-elle pu détruire cela? Déterminée à réparer, Amélie démissionna de son poste de direction, nommant Léna à sa place dans une lettre publique. « C'est toi qui mérites la lumière ?» écrivit-elle. Puis, elle partit pour Barcelone, espérant un dernier face-à-face. Léna, de son côté, luttait avec ses émotions. Chez elle, entourée de photos d'elles deux sur la plage de la Barceloneta, au parc Güell avec les mosaïques de Gaudí en toile de fond, elle réalisait que l'amour vrai survivait aux tempêtes. Mais la trahison brûlait encore. Quand Amélie frappa à sa porte, Léna ouvrit, le regard dur. « Que veux-tu maintenant ?» Amélie tomba à genoux, « Te supplier de me pardonner. J'ai tout perdu sans toi. » Léna hésita, puis l'aida à se relever, leurs mains se joignant dans un geste de réconciliation fragile. Elles passèrent la nuit à parler, déversant des années de peur et de rêve. Amélie avoua son passé parisien, une amante qu'il avait abandonnée pour une promotion, la laissant méfiante. Léna partagea ses insécurités, grandir en Espagne, où l'amour entre femmes était accepté mais encore tabou dans certains cercles. Leur conversation, baignée par la lune catalane, tissa un lien plus profond. Au matin, elles décidèrent de repartir à zéro. Amélie accepta un rôle secondaire à l'agence, sous la direction de Léna, inversant les rôles. C'était un acte d'humilité, une inclinaison volontaire. Leur amour, désormais égalitaire, fleurit dans la simplicité, des pique-niques au Montserrat, des lectures de poésie française et espagnole au crépuscule. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Léna, promue, attira l'attention d'une rivale, Sofia, une cliente ambitieuse qui flirtait ouvertement. Amélie, jalouse, accusa Léna de négligence. « Tu me remplaces déjà » lança-t-elle lors d'une dispute explosive. Léna, blessée, répondit, « C'est toi qui m'as appris à m'imposer. Maintenant, tu le regrettes ?» La nuit qui suivit fut tendue, mais elle mena à une révélation, leur amour nécessitait confiance absolue. La dispute avec Sofia marqua un tournant. Amélie, réalisant sa jalousie irrationnelle, s'excusa profusément. « Je t'aime trop pour te perdre à nouveau » dit-elle. Et Léna, touchée, l'embrassa avec une passion qui effaça les doutes. Elles jurèrent de communiquer ouvertement, transformant leur faiblesse en force. Leur relation évolua vers une harmonie profonde. À Madrid, elles s'installèrent ensemble dans un appartement avec vue sur l'Almudena, mélangeant meubles français et art espagnol. Les week-ends les menaient à Grenade, où elles se perdaient dans l'Alhambra, leurs doigts entrelacés sous les arches mauresques, symbole d'un amour fusionnel. Mais le destin testa leur lien. Léna fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune mineure, nécessitant repos et traitement. Amélie, paniquée, quitta tout pour la soutenir, des rendez-vous médicaux à Barcelone, des infusions de tisane, des nuits à veiller. « Je suis là. Toujours. » murmurait-elle, tenant la main de Léna. Cette épreuve révéla la profondeur de leur attachement. Léna, affaiblie, confia,
Tu m'as fait plier autrefois. Mais maintenant, c'est toi qui te plies pour moi. Amélie sourit à travers les larmes, c'est l'équilibre que nous méritons. Pourtant, une trahison plus grave émergea. Sophia, la rivale, jalouse de leur bonheur, sabota un contrat clé de l'agence en répandant des rumeurs sur la relation d'Amélie et Léna, les accusant de népotisme. Le client se retira, menaçant la stabilité financière. Léna, furieuse, confronta Sophia dans un café de la Plaza Royale. Pourquoi nous détruire? Sophia ricana, parce que Léna mérite mieux qu'une Française arrogante. Amélie, apprenant cela, intervint, laisse-nous tranquilles. Notre amour est plus fort que tes manigances. La crise culmina lors d'une réunion d'urgence. Léna, soutenue par Amélie, présenta des preuves contredisant les rumeurs, sauvant l'agence. Mais le stress aggrava la santé de Léna, la forçant à un repos forcé. Amélie prit les rênes temporairement, prouvant sa loyauté. Elle organisa une surprise, un voyage à Paris, pour reconnecter Léna avec les racines d'Amélie. Sur la scène, sous la tour Eiffel illuminée, elles renouvelèrent leurs vœux informels. Peu importe les trahisons, nous triomphons ensemble, déclara Amélie. De retour en Espagne, elles affrontèrent un ultime conflit. La famille de Léna, conservatrice, apprit leur relation via les rumeurs. Sa mère, venue de Barcelone, exigea, choisis, ta carrière ou cette aberration. Léna, déchirée, pleura dans les bras d'Amélie. Amélie, pour la première fois, défendit leur amour publiquement. Elle écrivit une lettre ouverte dans un journal espagnol, célébrant l'amour entre femmes comme une force humaine, invoquant des figures comme Colette ou Beauvoir pour un ton français. L'amour n'a pas de frontières, ni de genre, conclut-elle. La lettre fit sensation, attirant soutien et critique. Léna, inspirée, affronta sa famille, Amélie est ma vie. Acceptez-nous ou perdez-moi. Lentement, la mère céda, touchée par la sincérité. Leur victoire fut douce amère. L'agence prospéra, mais elles choisirent de la vendre pour une vie plus simple. Elles s'installèrent à Sitges, près de Barcelone, dans une villa face à la mer, où elles écrivaient des mémoires sur leur parcours. Les jours devinrent poétiques, des levers de soleil partagés, des discussions philosophiques sur l'amour et le pouvoir, imprégnées de l'humanisme français et de la passion espagnole. Amélie apprit à lâcher prise, Léna à s'affirmer. Pourtant, un soir d'orage, Léna confia une peur, et si la maladie empire? Amélie la serra, alors? Je m'inclinerai plus encore, pour te porter. Leur amour, forgé dans les épreuves, devint un témoignage vivant de résilience. Elles organisaient des ateliers pour couples LGBT, aidant d'autres à naviguer les conflits. Promouvant un message personnel, la vulnérabilité est la vraie force. Avec le temps, leur histoire inspira bien au-delà de l'Espagne. Amélie publia un roman semi-autobiographique, L'inclinaison des âmes, qui captura l'essence de leur voyage, de la domination à l'égalité, de la trahison à la rédemption. Le livre, écrit en français avec des touches espagnoles, toucha des lecteurs du monde entier, célébrant l'amour lesbien comme une quête humaine universelle. Léna, guérie, reprit une carrière en freelance, collaborant avec Amélie sur des projets artistiques.
Elles voyageaient, de Paris à Madrid, de Séville à la Côte d'Azur, tissant des liens qui transcendaient les frontières. Leur relation, désormais publique, devint un symbole de courage. Mais la vie réserva une dernière épreuve. Amélie reçut une offre irrésistible, diriger une agence à New York. Tentée. Elle en parla à Léna, c'est une chance pour nous. Léna, sentant l'ombre du passé, répondit, et si ça nous sépare? La discussion fut intense, révélant des peurs enfouies. Amélie admit, j'ai peur de te perdre dans l'ambition. Léna sourit, alors. Refusons. Notre bonheur est ici. Elles déclinèrent l'offre, choisissant la simplicité. À Sitges, elles adoptèrent un chien, symbole de leur famille naissante, et organisèrent un mariage symbolique sur la plage, entourés d'amis et de familles réconciliées. Sous le soleil couchant, elles échangèrent des vœux, je m'incline devant toi. Pour toujours. Les années passèrent, marquées par une tendresse quotidienne. Amélie, autrefois dominatrice, apprit la douceur, Léna, jadis soumise, embrassa son pouvoir. Leur amour, kitsché dans les conflits et les trahisons, émergea purifié, un phare pour d'autres. Un soir, assise sur leur balcon, Léna murmura, regarde comme nous avons changé. Amélie, les yeux brillants, répondit, oui. Et c'est beau. Elles s'embrassèrent, le vent marin portant leurs rêves vers l'horizon. Ainsi se conclut leur histoire. Non dans la tragédie, mais dans une fin humaine, un équilibre trouvé, un amour enduring, rappelant que même les plus fiers peuvent s'incliner pour l'être aimé.